C'est toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin à présent avec Patricia Alémonia. Bonjour Patricia, vous qui signez Géopolitique du Sahel aux presses universitaires de France. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Au sommaire, Israël annonce avoir tué Ali Larijani, le dirigeant iranien en charge de la sécurité. Si cette information s'avère exacte, ce serait un nouveau coup dur pour le pouvoir iranien. C'est lui qui est considéré comme l'actuel homme fort du régime. L'Afghanistan accuse l'armée pakistanaise d'avoir fait au moins 400 morts dans une frappe sur un hôpital. L'ONU réclame une enquête rapide et indépendante alors que les deux voisins sont engagés dans une guerre sans merci. On va plus loin, c'est tout de suite. Il est considéré par beaucoup comme celui qui dirige actuellement l'Iran depuis la mort de l'ayatollah Khamenei et l'absence de son fils désigné guide suprême. Ali Larijani était apparu vendredi à un rassemblement à Téhéran. Aujourd'hui, Israël annonce l'avoir tué, même si aucune confirmation pour l'heure n'est donnée côté iranien. Stéphane Amar, vous êtes avec nous en direct d'Israël pour France 24. Si la mort d'Ali Larijani est confirmée, c'est une cible de choix pour Israël qui est atteinte. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une cible qui était désignée depuis plusieurs jours et même depuis plusieurs semaines, depuis l'élimination d'Ali Khamenei. Il était considéré comme la personnalité la plus importante en Iran, celle à abattre. Les services de sécurité israéliens, bien sûr, le suivaient de près. Alors, c'est comme si Israël, d'une certaine manière, déroulait son plan avec une liste de dirigeants qui a été dressée par les services secrets israéliens et que l'armée israélienne, que en l'occurrence l'aviation israélienne, s'efforce de frapper l'un après l'autre. Il y a ces dirigeants iraniens, mais il y a aussi des membres éminents de l'appareil sécuritaire. Aujourd'hui aurait été visé le chef des Bassidji, Soleimani, qui était également une cible extrêmement importante. Le but étant, pour Benyamin Netanyahou, ce qu'il a réaffirmé la semaine dernière, de fragiliser au maximum l'appareil d'État iranien afin de permettre à la rue iranienne, le moment venu, de se soulever et de faire tomber elle-même ce régime. C'est ce qui a été répété encore aujourd'hui en Israël. On en sait plus, Stéphane Amar, sur l'opération qui aurait abouti à la localisation et à la mort d'Ali Larijani. Alors très peu de détails, bien sûr, ça devrait filtrer dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Mais on sait déjà qu'il était suivi de très près et que surtout Israël attendait le moment opportun qu'il se trouve seul. Vous parliez de son apparition vendredi, mais il était entouré d'une foule. S'il avait été frappé à ce moment-là, ce qui était techniquement possible pour les Israéliens, il aurait eu énormément de victimes collatérales. Ce qu'Israël veut éviter afin de garder le plus possible une opinion international favorable à cette opération. Il avait donc été pisté. Il se trouvait au moment où il a été tué dans une de ses résidences. Il changeait apparemment depuis précisément l'assassinat d'Ali Khamenei. Il changeait régulièrement de résidence dans une de ses résidences de Téhéran ou de la proche banlieue de Téhéran. Et dès que l'information est parvenue aux Israéliens, là, un avion a décollé d'ici d'Israël pour se rendre à Téhéran. C'est à 2000 km d'ici. Et afin de réaliser cette frappe qui a été réalisée en pleine nuit et qui, selon les services de sécurité israéliens, ne lui a laissé aucune chance de survie. Merci Stéphane Amar avec nous en direct d'Israël. Patricia Alémonia, avant même le déclenchement de la guerre et la mort de l'ayatollah Khamenei, Larijani était considéré comme celui qui prenait les décisions et tirait les ficelles. Écoutez, moi j'en suis pas aussi certaine. Je pense que c'était en tout cas l'homme qui apparaissait pour le régime et qui apparaissait vis-à-vis de l'extérieur, le président étant relégué à un rôle complètement second. D'ailleurs, il avait l'air complètement bouleversé par ce qui se passait. Massoud Pezeshkian. Voilà, Massoud Pezeshkian. Donc lui, Larijani, qui est Larijani? C'est d'abord une grande famille de notables, de gens très conservateurs, très pieux, etc., qui a été un commandant des gardiens de la Révolution, mais qui n'a pas été un chef, qui était donc un commandant, puis après qui est rentré dans le civil, qui était ministre sous Rafsanjani, qui était proche d'un réformateur plutôt. On l'a toujours considéré ce qu'on appelait comme un conservateur, c'est-à-dire un homme religieux très attaché aux principes de la révolution islamique iranienne, mais en même temps un pragmatique. C'est-à-dire c'est lui qui rencontrait les gens à l'extérieur. Juste avant, il était favorable
Il a été favorable à l'accord sur le nucléaire avec les Américains. Il a participé, hein, pas aux premières loges, mais il a participé. Donc c'est pour ça qu'on le taxait d'être un pragmatique sur le plan international, plutôt un dur et un conservateur sur le plan intérieur. On l'a souvent confondu avec un de ses frères, parce que tous ses frères ont occupé des postes dans la hiérarchie. Un de ses frères qui était chef de la justice, du département de la justice, et qui, lui, est à l'origine de la répression massive après les émeutes de 2009 suite à l'élection frauduleuse d'Ahmadinejad. Donc, ne pas confondre lui et son frère. Bon, au-delà de ce pédigré donc, qui en faisait, aux yeux des Américains, l'homme de la solution vénézuélienne, c'était celui qui... Pardonnez-moi, c'est lui que Donald Trump évoquait lorsqu'au tout début de la guerre, il disait « Je sais déjà qui va succéder à Khamenei ». Ça fait partie des noms avec lesquels les Américains pensaient que si le régime était complètement inexistant sur un plan militaire, mais voulait se survivre à lui-même, cet homme-là aurait pu faire partie de 2 ou 3 noms dont avait en tête le président américain, qui ne l'avait pas mis sur sa killing list à l'inverse des Israéliens. Donc, si vous voulez, Laridjani, maintenant, l'option Laridjani a complètement disparu et ça montre bien qu'il y a 2 logiques entre les États-Unis et Israël, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Les Américains voulaient l'anéantissement du programme nucléaire et de tout ce qui était matériel militaire, mais ne voulaient pas forcément un changement, un anéantissement du régime. Les Israéliens, eux, cherchent la disparition du régime et donc l'élimination de toutes les figures qui auraient pu, à mon avis, servir à ce que j'appelle la solution vénézuélienne, c'est-à-dire une survivance du régime d'une façon plus acceptable pour la communauté internationale, donc plus menaçant sur un plan militaire, mais toujours là, réprimant, dur sur son peuple. Gauthier Rybinski, une élimination, celle d'Ali Laridjani, qu'Israël aurait pu décider sans l'aval des États-Unis? On ne peut pas savoir. C'est difficile à savoir. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que dans le caractère déterminé de cette action, Israël peut, comme on dit, parfois tordre le bras aux États-Unis sur peut-être des choses ponctuelles, mais c'est vrai que on voit bien que Donald Trump, l'administration américaine, est à la recherche un peu de bons mollahs, hein, comme on en parlait hier soir, comme ils ont été à la recherche, et l'administration Biden aussi, de bons talibans. On en parlera tout à l'heure. Hein, on a vu ce que ça a donné. Ils ont de bons chavistes. Voilà, aussi, de bons chavistes. Donc il faut toujours trouver des... Bon. C'est vrai que là, il y a quelque chose qui frappe, parce que ce que disait Patricia, il y a une sorte de dichotomie là dans la position ou dans les objectifs des uns et des autres. En même temps, quand on dit qu'Israël veut le renversement des mollahs, oui, mais quels sont les moyens pour faire en sorte que d'autres mollahs ou d'autres tendances ne prennent pas le dessus, une fois en supposant que cette caste actuelle eût été décimée, décapitée. C'est là tout le problème, c'est-à-dire que, encore une fois, la croyance naïve dans le fait qu'une action massive militaire va faire surgir vertueusement un mouvement démocratique, c'est quelque chose d'extrêmement naïf. Encore une fois, et d'ailleurs Laridjani l'a prouvé lui-même, de quoi était-il chargé ces derniers temps? De quoi s'était-il chargé? De former justement une sorte de cabinet de l'ombre, hein, de shallow cabinet, pour remplacer ceux qui éventuellement seraient tués. Ça veut dire qu'il y a probablement une possibilité, une xème possibilité, et qu'à supposer même que Israël parvienne à ses fins, qu'est-ce qu'on fait après, à partir du moment où il y a une résurgence? D'autant que, et je m'arrêterai là, d'autant que l'idée que ce régime malgré tout, résiste, alors avec les limites que l'on sait, mais le récit et la fantasmagorie vont prospérer là-dessus. Eh bien, dès qu'il y a, si vous voulez, le moindre, à la fois le martyr et la preuve que le martyr ne suffit pas à mettre à bas le régime, ça donne une forme de mythification qui est utile pour ceux qui éventuellement prendraient la relève. Un homme important a été éliminé aujourd'hui, c'est le chef des Bassidji. Oui, et ça a été confirmé par les gardiens de la Révolution. Et lui, pour le coup, c'est important parce que c'est lui qui était à la manœuvre avec le chef du service judiciaire
et les Pasdaran qui étaient à la manœuvre dans la répression de décembre, de ce mois de décembre. Lui, c'est lui qui est orchestré avec le chef des Pasdaran et le chef du pouvoir judiciaire. Laridjani ayant laissé faire ou dit OK. Cette mort du dirigeant des Bassidji, c'est un geste à destination de peut-être l'alternative, puisque Gauthier dit Israël manque manifestement. On accuse beaucoup les États-Unis de ne pas avoir de plan, mais Israël en a-t-elle un plan, à part effectivement liquider les différents dirigeants iraniens? Est-ce que là, ce n'est pas justement la possibilité, la recherche d'une alternative au sein d'une éventuelle opposition avec un signe donné à ces manifestants? Alors, on estime qu'il y a vraiment 10 personnes clés, aujourd'hui peut-être un peu plus maintenant avec la frappe de ce matin, qui ont été éliminées dans les 40 annoncées importantes. Tous ont dit que l'organisation qui était éclatée est à -4, c'est-à-dire qu'ils ont tous leur remplaçant potentiel, jusqu'au niveau -4. Ce qu'on note de par le monde, et Gauthier ira sûrement dans mon sens, puisqu'on a quand même traîné nos grolles un peu partout dans le monde, c'est que chaque fois qu'il y a un personnage dur qui meurt, il est remplacé par plus dur, et souvent plus inexpérimenté. Donc il faut quand même espérer que dans l'effondrement de ce régime, parce que les Américains vont peut-être y arriver, parce que l'opération militaire, pour l'instant, il faut le dire, est un succès, parce qu'on n'est qu'à 3 semaines. Oui, elle est massive. Oui. Elle est massive, c'est une démonstration de force, et c'est un succès sur un plan strictement militaire. Est-ce que cet écroulement militaire qui est en train de se passer va permettre l'émergence d'une nouvelle réalité, ou au contraire, va-t-elle créer une situation totalement chaotique et qui ferait là ni les affaires des pays du Golfe, ni les affaires des propriétaires de tankers, et encore moins les affaires de Donald Trump? En tout cas, la mort d'Ali Laridjani et celle confirmée, celle-là du dirigeant des Bassidji, si elle arrive à un bon moment en fait. En tout cas, Israël donne peut-être à Donald Trump le prétexte pour que la guerre dure encore un peu, lui qu'on sent passablement pressé d'en finir et sous pression d'une partie de son opinion publique, Gauthier Ribinski. Oui, il y a ça, mais on sait aussi que Donald Trump est capable, quasiment du jour au lendemain, de dire voilà, c'est terminé, nous avons gagné. Il suffit, comme par enchantement, la parole crée la réalité. Il a dit je sentirai, enfin en tout cas sa porte-parole a dit il le sentira lui-même. Dans ses os. Dans ses os. Dans ses os. Oui, alors c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il disait, que sa moralité n'a de limite? Non, pardon, que son action n'a de limite que sa propre moralité. Son squelette, en l'occurrence. Voilà. Enfin là, en l'occurrence, on parle des os. Oui. Non, mais voyez, c'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir de la parole chez un Trump, c'est parfois de créer la réalité et de dire contre tout ce que vous voyez, vous, dans le monde, eh bien moi, je prétends que cette guerre est terminée. Est-ce que c'est ça, encore une fois, et c'est ce que Patricia vient de dire, l'espoir de créer quelque chose de nouveau en Iran? Oui, 1000 fois oui. Pourquoi? Parce que d'une part, pardonnez-moi de me revenir sur ma marotte, mais je reste persuadé qu'un Iran démocratique, un pays démocratique, l'acquisition de l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément prioritaire. Et deuxièmement, je pense aussi que le fameux ordre international, qui, c'est vrai, a été violé, mais est-ce qu'on ne se rend pas compte que c'est de la part des pays de ce type-là, c'est-à-dire des pays despotiques, tyranniques, que le désordre vient? C'est eux qui créent fondamentalement le chaos. Bon, alors à partir de là, très bien, mais je trouve qu'Israël, pour avoir une décision ou une détermination, semble-t-il, plus poussée que les Américains, n'a pas pour autant la solution. Et que, à partir du moment où on dit laissons-les se débrouiller une fois qu'on aura réduit tel pays ou telle partie en cendres, ça ne présage nullement d'un développement vertueux. Je voudrais juste ajouter quelque chose, rappeler quelque chose en tout cas. Je veux dire, il faut savoir que la veille de la guerre, les Iraniens, et ce n'est pas du tout pour excuser ce régime qu'on est tous d'accord autour de cette table pour trouver abominable et odieux, enfin répressif, etc. Les Iraniens avaient accepté de diluer les 400 kilos d'uranium enrichi. Oui. Ils avaient accepté de ne plus enrichir que sous supervision internationale et pour des raisons médicales. Et qu'en 2015, ils ont respecté le traité jusqu'à ce que Donald Trump... Donc, c'est des gens qui avaient un pragmatisme et qui étaient capables de faire des deals. Oui. Et là, aujourd'hui, on en est très loin. Oui. C'est fini tout ça. Oui, parce qu'ils ne feront plus jamais confiance
pour l'instant, la parole américaine. Donc, oui, voilà, mais c'est Patricia, vous savez bien que c'est aussi le prétexte que l'on prend à chaque fois et que c'est le propre de ces types de régimes que l'on pense avoir arrimé à la rationalité. Non, mais enfin, ils ont respecté dialogue. le deal Oui, jusqu'en non, mais attendez, 2018. pendant 22 ans, on a fait ça aussi avec Poutine. On a dit, on l'a, on le tient. Non, mais Et on puis- n'a jamais dit qu'il respectait un deal, Poutine. Non, mais du jour au lendemain, vous savez très bien que ce genre de régime peut faire valser la Et table en tout disant, cas, la crainte ça des n'est plus la Israéliens règle. qu'il Il l'a reste fait en au seuil. 2018. Qu'il reste Pardon C'était la crainte des Israéliens, Oui, bien sûr. c'est que par l'accord, Bien il sûr. reste une puissance du seuil Bien qui à sûr, tout moment bien pouvait... sûr. Et que cette puissance, de par ce qu'elle est, a envie de maintenir cette ambiguïté et de maintenir l'intimidation. Donald Trump lui battait hier le rappel de ses partenaires, les pays membres de l'OTAN sommaient de se joindre à l'offensive américaine pour sécuriser la navigation par le détroit d'Ormuz. Il se disait d'ailleurs convaincu d'être rejoint par le Royaume-Uni et la France, à qui il attribue au passage la note de 8 sur 10 pour son soutien. Réponse d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'issue d'un conseil de défense. Écoutez. La France n'a pas choisi cette guerre, nous ne prenons pas part, et nous avons une position purement défensive, en protection de nos ressortissants, en soutien de nos alliés. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité, système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Voilà, Emmanuel Macron qui ferme la porte. Et voilà Donald Trump qui ne peut que constater le refus de ses alliés. Une erreur vraiment stupide, a réagi le président américain sur son réseau Truth Social, Patricia Lemonnier. Il risque d'y avoir des représailles contre l'OTAN, d'après vous? Alors, comme tout enfant qui est privé de son jouet, il a dit que finalement, il n'avait besoin de personne. Bon, refermons la parenthèse, mais avant, dans sa grande stratégie de dealmaker qu'il est, il a voulu faire pression en disant, si vous ne m'obéissez pas, grosso modo, si vous ne venez pas avec moi, eh bien, l'OTAN, vous allez voir, sous-entendu, je vais encore plus me retirer. C'est la stratégie toujours, faire pression pour obtenir un alignement, à minima, ou une participation. Donc, ça n'a pas marché. La France a une position un peu plus modérée que les autres, parce qu'on a vu que les Allemands, après s'être très opposés, après avoir été très gentils avec Trump, sont devenus pratiquement les plus radicaux Dans le refus, de l'Europe. Les Espagnols, on n'en parle pas. Les Britanniques sont très fermes. Quant au président Macron, je vous fais quand même dire que tant que c'est chaud, on n'y va pas, mais dès que c'est pas chaud, donc sous-entendu, quand c'est pas fini, on pourrait y aller. Donc c'est un peu du oui, mais. Bon, ça n'a pas plu à Trump, il nous a mis 8 sur 10, mais enfin on aurait pu avoir 4. Puis il a dit, comme c'est les Français, ben, je ne m'attendais pas à mieux. Mais ça indique à quel point nous sommes des vassaux, mais moi ce qui quand même... Nous sommes des vassaux à ses yeux, mais moi ce qui m'encourage, c'est que vis-à-vis de Trump, il y a une chose qui est importante, c'est que sur les questions souvent internationales, le Groenland, ici l'Iran, etc., et je pourrais en citer d'autres, le Venezuela, etc., nous sommes plutôt unis, Européens. On ne s'y met pas tous ensemble le premier jour, mais on arrive à adopter la Russie, à avoir une position unique, on tient tant bien que mal, alors que sur un plan économique, alors là par contre, on est plus en ordre dispersé. Unis pour combien de temps, Gauthier? Voyez-vous venir des sanctions pour l'OTAN de la part des États-Unis? On sait que Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de réduire considérablement l'investissement américain auprès de ses alliés. Ça pourrait être ce que dit Patricia, c'est-à-dire un prétexte, c'est-à-dire un rouage à enclencher pour dire, vous voyez bien, vous ne voulez pas participer, ben moi je coupe, je réduis le budget. Mais il n'y a pas d'intérêt. Non, bien sûr, mais ça peut être un mécanisme, quitte d'ailleurs à ce qu'au dernier moment, ils disent non, on stoppe la chose, et puis vous voyez, moi j'ai de la surface, et j'ai... Voilà, bon. Là, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il y a elle n'est pas nouvelle, cette vassalisation, avec quand même de la part de la France, cette idée que l'on peut se rattraper justement pour avoir tout loupé. Et d'abord parce qu'on n'était pas au courant, bien sûr, on nous a pas mais qu'on peut tout rattraper avec une opération qui justement se ferait quand il n'y a pas de vague et
Oui, mais attendez, pardonnez-moi, Oui. mais là, Donald Trump prend Emmanuel Macron au mot. Lorsque Oui. le porte-avions Charles de Gaulle a été envoyé sur zone, Oui. Emmanuel Macron a explicitement évoqué la liberté de circulation comme l'une des missions que s'était donnée la France. On est Canal. d'accord, on est d'accord. Canal de Canal, j'ai dit. Oui, Détroit d'Ormuz. Suez, ouais. Non, vous n'avez rien dit. D'accord. C'est bien. mais alors revenons à l'origine de Oui, la oui. chose. Quand on fait une opération, quelle qu'elle soit dans cette région, et qu'il y a des tensions, forcément, c'est le détroit d'Ormuz qui manifeste, qui prend et qui exprime finalement ces tensions. Que Trump ne s'en soit pas rendu compte, ça me paraît invraisemblable. Et quand Emmanuel Macron dit on va envoyer le porte-avions pour la liberté, pour faciliter ou maintenir l'ouverture du détroit, si vous voulez, pour moi, ça me paraît toujours être un emplâtre sur une jambe de bois. L'origine du conflit n'est pas le détroit d'Ormuz, et pour cause. L'origine du conflit, c'est soit la question du nucléaire, soit la question du pouvoir des mollahs, soit encore mieux les deux. Et donc quand on se rabat sur... Évidemment que c'est important le détroit d'Ormuz, je n'ai pas dit l'inverse, mais quand on se rabat là-dessus, c'est qu'on prend en quelque sorte, vous savez, c'est quand vous participez à un jeu télévisé que vous perdez, il y a un lot de consolation, c'est un petit peu ça. Autre guerre meurtrière, l'Afghanistan accuse son voisin, le Pakistan, d'avoir fait plus de 400 morts en frappant un hôpital dans la capitale, Kaboul. Un bilan effroyable qui pourrait encore s'alourdir puisque les autorités talibanes disent déplorer plus de 200 blessés. Étienne Papono. Des décombres fumants au petit matin ce mardi, voici tout ce qu'il reste de ce centre de traitement pour toxicomanes à Kaboul. Les services de secours tentent de retrouver des survivants. Un avion est arrivé et a largué 2 bombes qui ont fait toutes ces destructions. Beaucoup de patients sont restés coincés sous les décombres. Quelques heures plus tôt, au cours de la nuit, des détonations retentissent dans la capitale afghane, bombardée par l'armée pakistanaise. Le centre de santé est touché. Un incendie s'y propage. Il accueillait 3000 patients selon les autorités qui annoncent plusieurs centaines de victimes. Sous la coupe des talibans, le gouvernement afghan accuse son voisin pakistanais d'avoir commis un crime, une accusation que nie Islamabad. Le Pakistan a visé précisément des installations militaires et des infrastructures de soutien aux terroristes qui étaient utilisées contre des civils pakistanais. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Les affrontements intenses entre l'Afghanistan et le Pakistan ont débuté le 26 février dernier. Islamabad cible alors Kaboul et évoque une guerre ouverte contre son voisin. Le Pakistan accuse l'Afghanistan de servir de sanctuaire à un groupe taliban à l'origine de plusieurs attaques meurtrières sur son sol et voit d'un mauvais œil les tentatives de rapprochement de son voisin avec son grand rival, l'Inde. Si Pékin tente de jouer les médiateurs entre Kaboul et Islamabad, ces tentatives d'imposer un cessez-le-feu restent pour l'heure infructueuses. Et voilà donc, Patricia Lemonnier, une guerre sans merci entre deux pays autrefois proches. Quel risque d'escalade et de débordement porte en germe ce conflit ? Alors, en fait, la désunion vient pratiquement du jour où les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul, puisqu'ils ont libéré des prisons les talibans pakistanais qui avaient été incarcérés par le précédent régime, et puis surtout parce qu'ils leur ont donné beaucoup d'armes. 50 000 €, c'est pas beaucoup pour nous, peut-être au niveau par rapport à notre dette, mais en tout cas pour les talibans pakistanais, c'était énorme, et ils ont surtout bénéficié. Ils ont des camps d'entraînement où ils s'entraînent. Les Pakistanais ont demandé très tôt aux talibans de Kaboul de mettre une fatwa pour exclure les talibans pakistanais sur leur sol. Le guide suprême des talibans afghans n'a pas voulu, il vit à Kandahar, il n'a pas voulu, et donc les talibans pakistanais, c'est leur base arrière, ils s'entraînent, ils font du trafic en tout genre, et après ils vont commettre leur attentat au Pakistan. Et le nombre d'attentats a été multiplié par 30% que l'année dernière. Ça n'arrête pas les attentats, etc., parce que l'objectif des talibans pakistanais alliés des Baloutches, c'est de renverser le pouvoir à Islamabad et d'établir un pays géré par eux avec la charia, enfin comme les talibans afghans, et donc d'étendre leur domination. Alors autant vous dire que les Pakistanais, non, et d'autant qu'ils ont un chef d'état-major qui est un dur de dur et qui croit que lui, la solution sera militaire. La solution ne sera pas militaire, mais jusqu'à présent,
toutes les tentatives de négociation, celles menées par les Turcs, celles menées par le Qatar, celles menées par la Chine qui a essayé de faire la navette, n'ont pas réussi. Et puis alors avec la guerre en Iran, on a un peu l'impression là que le Pakistan en profite un peu pour régler ses comptes loin des caméras. Bon, pas pour vous. Oui. Mais vous êtes peu à en parler. Une poudrière régionale, Gauthier Rybinski, qui plus est avec un pays qui est un pays doté, le Pakistan. Oui. Mais pas l'Afghanistan. Pas l'Afghanistan. Voilà, il y a quand même toujours un risque. Alors, ce qui a surpris le Pakistan, parce que c'est vrai qu'il y a eu des grandes proximités. Et notamment, autrefois, dans la manière dont on testait telle ou telle faction, les fameuses zones tribales, c'était ça. Les services pakistanais prétendaient ne pas les contrôler pour avoir la voix et l'oreille de Washington, mais en même temps, il y avait une sorte d'entrisme. Le général Pervez Musharraf. Bien sûr, bien sûr. Et là, ce qui a frappé le Pakistan, c'est qu'il y a, semble-t-il, la volonté de la part de l'Afghanistan des talibans d'exporter. Alors que pendant très longtemps, et jusqu'à présent, en gros, le projet des talibans afghans, c'est quelque chose d'interne. C'est de dire, on ne se préoccupera pas du reste, mais à l'intérieur, laissez-nous faire tout ce qu'on veut. Et on disait, le sort des femmes et des petites filles qui est absolument épouvantable. Or là, il y a une volonté d'exporter un certain modèle afghan. Et puis, ce qui est aussi frappant, c'est l'idée que, en fin de compte, comment dirais-je, ce modèle est dirigé contre d'anciens amis et que de ce fait-là, les Pakistanais ont le sentiment qu'ils ne maîtrisent plus non seulement les zones tribales pour la raison que disait Patricia avec les Baloutches, mais parce qu'il y a aussi au sein de ces talibans pakistanais quelque chose de résolument cette fois anti-Islamabad, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc là, il y a une nouveauté, on va dire, une nouveauté qui est à laquelle le Pakistan a du mal à s'adapter, alors que les talibans, eux, sont, on va dire, au taquet, parce qu'ils sont les inspirateurs de ce mouvement. Merci beaucoup, Patricia Lémonière, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. Retour à l'essentiel dans un instant. Nous allons voir comment le blocus du détroit d'Ormuz encourage les producteurs occidentaux d'énergie fossile à développer leurs exportations et surtout à les diversifier.